Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes aujourd'hui le 2 décembre 2022. On est en train de terminer une semaine pas forcément la plus sexy que l'on ait connue ces derniers mois, en tous les cas, pas la plus passionnante non plus. Néanmoins, il y a quand même pas mal de choses à dire. Ce qu'il faudra retenir principalement sur cette semaine, eh bien, c'est tout d'abord les allers et retours que nous ont fait les Chinois entre rumeurs de libération et rumeurs de révolution et rumeurs de soutien économique. Bref, on a plein de choses qui se passent sur la Chine et nous, on a de la peine un petit peu à se positionner par rapport à ça. Alors, petit détour pour la Chine qui est bien loin de la Suisse, bien entendu, mais quand même, ça a de l'importance puisqu'en ce moment, eh bien, tout ce qui vient de la Chine est un petit peu brouillé. On ne sait pas trop si c'est bon ou si c'est pas bon. On a l'impression que chaque fois qu'il y a des rumeurs et des annonces de révolution et de gens qui descendent dans la rue, le gouvernement fait quelque chose pour que ça calme le jeu, soit en faisant un soutien économique, soit en disant qu'ils sont prêts finalement à rouvrir un petit peu les portes et les confinements. Mais finalement, tout ce qu'on se rend compte, c'est que quoi qu'il arrive, la Chine est en train de ralentir. On a eu cette semaine des chiffres très mauvais du côté du PMI chinois. On voit clairement que le pays est en contraction et qu'il faudra un petit peu plus que finir les confinements pour relancer vraiment la dynamique de la machine économique chinoise. Nous sommes donc dans une situation assez particulière puisqu'on a aussi l'impression que quoi qu'ils vont annoncer, ce ne sera pas bon. Parce que s'ils viennent avec un énorme soutien économique, eh ben, ça veut dire qu'ils sont en train de lâcher du lest par rapport au peuple et qu'ils vont devoir ouvrir aussi les confinements et donc faire potentiellement exploser une crise sanitaire. Je dis bien potentiellement, après on revient toujours sur les discussions du Covid. Et puis de l'autre côté, eh bien, s'ils continuent à serrer la vis comme ça, eh bien, on va avoir un ralentissement économique qui va avoir des conséquences sur la demande de pétrole, qui va avoir des conséquences sur l'économie mondiale. En général, donc la Chine reste un gros point d'interrogation et c'est vraiment là-dessus où on s'est concentré en début de semaine. Même le marché suisse réagissait à cause de ce qu'on entendait dire en Chine. Donc c'est dire si vraiment il y avait des espèces d'aftershock qui se répartissaient sur toute la planète. Et puis alors au milieu de semaine, en milieu de semaine, eh bien, tout a changé. Tout a changé parce que Monsieur Powell a parlé. Le Monsieur Powell est venu nous dire qu'effectivement, il pouvait éventuellement commencer à penser. J'insiste vraiment, et je l'ai déjà dit dans le Morning Bull de jeudi matin, il y a énormément de conditionnels dans ce que dit Monsieur Powell. Alors oui, il pourrait envisager de monter moins les taux. Donc en fait, la joie que ce marché a ressentie durant ces derniers jours, c'est purement parce que Monsieur Powell s'est exprimé au conditionnel et parce que Monsieur Powell a laissé entendre qu'éventuellement il monterait moins les taux. On n'est pas en train de dire que les taux vont arrêter de monter ou qu'ils vont baisser. Non, ils vont moins monter. Ce ne sera pas 0,75 de hausse, mais 0,50 probablement. Néanmoins, il va continuer à observer les chiffres, des chiffres qui vont continuer à tomber ces prochains jours, puisque cet après-midi, nous aurons les non-farm payrolls, les chiffres de l'emploi américain, comme j'en ai déjà parlé ce matin. La semaine prochaine, on aura pas mal de chiffres aussi, mais ce sera surtout la semaine du 13 qui sera intéressante, puisqu'il y aura le CPI qui sera publié le matin même du début du FOMC meeting, qui sera là pour conclure quasiment l'année 2022, puisque après le FOMC meeting, je pense qu'à partir du 15 ou du 16 décembre, il ne faudra plus trop attendre grand-chose de la part des marchés, sauf surprise. Donc on est vraiment toujours dans cette thématique. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'inflation est contenue? Est-ce qu'on va aller dans une récession? Est-ce que ce sera une gentille récession? C'est vrai qu'aujourd'hui, les commentaires que l'on voit à droite à gauche tendent à parler de récession inévitable, mais quand même, la majorité semble vouloir parler d'une récession gentille. Reste à voir comment le marché, lui, va interpréter ça et reste à voir comment les sociétés vont subir cette récession gentille. Donc voilà, en termes de performance sur la semaine et d'activité, c'était pas folichon, si ce n'est qu'on a eu une très grosse journée de hausse mercredi après les déclarations de Monsieur Powell et donc tout le monde était content et tout le monde se disait que voilà, la Fed est en train de tourner de viche. C'était un petit peu le soulagement de la semaine. Mais encore une fois, tout ce que la Fed a dit, c'était au conditionnel. Et tout ce que la Fed a dit aussi après cette phrase qui pourrait éventuellement arrêter de monter les taux aussi fort, c'est aussi que les taux devraient rester hauts pendant un bon moment. Et donc, ceux qui attendent un cycle de baisse des taux peuvent partir longtemps
en vacances avant de revenir pour voir enfin le début de la baisse des taux, puisque selon tout ce qu'on a entendu cette semaine à droite et à gauche, eh bien, si on veut avoir une baisse des taux de la Fed, il faudra attendre la fin de l'année 2023. Mais encore une fois, pour faire des prévisions sur les marchés à une année, eh bien, on sait très bien que ça vaut pas grand-chose. C'est un petit peu comme si aujourd'hui, je voulais faire des prévisions météo pour dans 6 mois. Donc forcément, ça va être très compliqué. Mais on va continuer à naviguer avec ça. Et c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, on a peu de choses à se mettre sous la dent. Si ce n'est de parler du Crédit Suisse à peu près toutes les 5 minutes. Donc peu de choses à raconter sur les marchés. Peu d'intérêt d'ailleurs. On le voit très bien que les gens s'intéressent moins à la finance. Les volumes sont moindres. Les intérêts sur les chaînes YouTube sont moindres. Les statistiques sont en baisse. On voit très bien que quand il ne se passe pas grand-chose, eh bien, il n'y a pas non plus un monstre engouement. Et on arrive aussi à la fin de l'année. Il y a la Coupe du Monde. Enfin, plus personne n'a vraiment envie de s'intéresser au sujet. Donc, je me fais l'effort de vous en parler encore. Mais on se réjouit quand même d'être en vacances à la fin de l'année. Si l'on regarde les performances du marché cette semaine, eh bien, alors on le voit très clairement. Le pétrole a rebondi massivement. Donc, c'est l'asset class qui a le mieux remonté cette semaine. Mieux que le Nasdaq, malgré les déclarations dithyrambiques de Monsieur Powell. Eh bien, on a le pétrole qui a repris 6,5% pour l'instant, à l'heure où je vous parle. Alors, 6,5% de rebond sur le baril, alors que tout le monde est en train de nous dire en fin de semaine derrière que plus personne voulait de baril de pétrole parce que finalement, les Chinois ralentissaient, donc ils allaient moins consommer. On a eu derrière des rumeurs comme quoi l'OPEP allait peut-être serrer les boulons de la production pour compenser cette histoire de demande moins forte en Chine. Mais en l'occurrence, eh bien, comme d'habitude, rien n'a été confirmé. Et encore une fois, ce n'était que des rumeurs. Néanmoins, d'un point de vue technique, le baril se porte bien. Il est en train d'entamer une phase de remontée assez spectaculaire. Et c'est quelque chose qu'il faudra surveiller ces temps, parce que pour l'instant, on dit rien parce qu'il traîne autour des 81$. Mais si ça s'avérait de vouloir continuer encore quelques semaines, en plus avec les nouvelles réglementations que les Européens, ces nouvelles sanctions que les Européens sont en train de mettre en place contre le pétrole russe, ça pourrait redonner un peu de dynamique. Et quand on va se rapprocher des $90, souvenez-vous qu'on vous dira que chaque fois que le pétrole est passé au-dessus des $100, c'était un signal de récession. Donc on va en reparler. Pour le reste, eh bien, vous le voyez très clairement, on sent, il n'y a pas grand-chose à raconter sur les indices, on va dire, européens qui ont eu une petite semaine, puisque pour l'instant le DAX est en baisse de 0,16% et le CAC est en hausse de 0,36%. Quant à la Suisse, elle est en hausse de 0,43%. Mais sur la semaine, c'est pas folichon si on regarde ça sur base weekly. Et puis effectivement, les Américains s'en sortent plutôt pas mal suite aux déclarations de Monsieur Powell. Si on regarde encore une chose à noter, c'est l'or qui va très très bien, qui prend 3,4%, qui repasse en dessus des $1 800. La raison de la hausse de l'or, eh bien, c'est la faiblesse actuelle du dollar. Et puis, pour terminer, à tout seigneur, tout honneur, le Bitcoin reprend 2,7%. L'autre jour, hier, il frisait les $17 000. C'est pas non plus l'euphorie, il a quand même fait une figure chartiste pas terrible. Il y a quand même beaucoup de bruit autour des cryptos par rapport à l'histoire de FTX. On a monsieur SBF qui fait le tour des popotes et qui parle en conférence devant des milliers d'investisseurs pour dire qu'il est innocent, qu'il a rien fait de mal et puis qu'il est gentil à la base. Donc on a l'air de vachement le croire pour l'instant parce que ça ressemble quand même sacrément à ce que Madoff avait fait à l'époque. Madame Yellen a également demandé une augmentation, une amélioration et une prise en charge vraiment des réglementations au niveau des cryptos. Bon, en fait, en même temps, c'est pas elle qui décide tout systématiquement. Mais enfin bref, ça commence à bouger un petit peu. Mais pour l'instant, le Bitcoin s'en sort pas trop mal cette semaine après des semaines un peu difficiles. On regarde rapidement les performances de la Suisse. Le suspense est insoutenable. Richemont qui rebondit à cause de la Chine. On espère que ça va s'améliorer sur la Chine. Ça, c'était la version du milieu de la semaine. Au début de la semaine, on avait peur que ça aille pas. Mais du coup, le luxe repart à cause de la Chine qui pourrait peut-être aller mieux un jour. Et puis, de l'autre côté, alors, grosse surprise, le Crédit Suisse, le loser de la semaine, encore une fois, 15,3% de baisse. Le Crédit Suisse qui est donc au plus bas de tous les temps. On va en reparler tout à l'heure, bien évidemment à la demande générale. Du côté du SLI, c'est sans surprise, même punition, Richemont en tête et Crédit Suisse au fond du bac. Entre deux, on notera que globalement, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées il ne s'est rien passé de spécial, mais observez bien le JTEC qui reprend 4,4% de cette semaine. Je vous en reparlerai d'un point de vue technique tout à l'heure.
Et puis du côté de l'économie suisse, eh bien, on notera quand même qu'il y a des statistiques qui sont sorties, des statistiques que l'on appelle le COF, des statistiques du Centre de recherche conjoncturelle. Pour l'instant, l'Institut a annoncé que l'économie suisse avait subi un cinquième repli mensuel consécutif. Et dorénavant, ça s'établit à 89,5. Donc peu importe, mais c'est toujours plus bas qu'au mois d'octobre. Et puis donc c'est plus ou moins le 7e mois d'affilée qu'on est en dessous de la moyenne à long terme. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant l'ambiance elle est pourrie et puis que ça risque de durer encore un petit peu. Ça c'est la traduction pour parler poliment. Et puis on n'oubliera pas non plus qu'il y a eu le CPI qui a été publié cette semaine en Suisse. Le CPI qui est sorti à 3%. Donc ça va, enfin ça va. Quand on voit par rapport aux autres pays d'Europe et du monde, on est plutôt immunisé contre ce genre de choses pour le moment, donc ça va pas mal. On attaque les points techniques du moment, le SMI. Alors le SMI, vous voyez que c'est très intéressant. Il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis 2 semaines, puisque la semaine passée, il n'y avait pas eu de Swiss Bliss. Eh bien, si vous regardez la configuration technique du SMI, eh bien, c'est positif. Vous voyez très clairement qu'en ce moment, on est en train de monter à un trend ascendant, assez ascendant, c'est le cas de dire très vertical même. Ça rappelle un petit peu le trend vertical qu'on avait dessiné à cette époque-là. Souvenez-vous, on a été sorti partout et on est arrivé à des niveaux très intéressants. Ce qui est important ici, c'est qu'on est en train de casser la moyenne mobile des 200 jours sur le SMI. Et puis vous verrez que dans quelques semaines, si ça se passe bien, et ça a l'air de vouloir bien se passer puisque tout le monde parie sur un Christmas Rally, eh bien on va avoir ces deux moyennes mobiles qu'on voit là et là, qui vont se rejoindre et on va avoir une Golden Cross qui devrait se dessiner autour de début janvier sur le SMI pour signaler un changement général de tendance. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, ça va bien. On a cette grande tendance baissière qu'on avait déjà à l'époque ici, qui a donc cassé depuis quelques temps. Donc on est bien disposé. Et il faudra qu'on arrive à continuer. J'ai envie de dire qu'on n'est pas encore complètement sorti de l'auberge, mais que ça va gentiment vers le mieux. Là, on a de nouveau on peut essayer de tirer une tendance horizontale comme ça, descendante, pardon, qui nous indique qu'il y aura encore un point difficile à passer. Il va falloir s'établir au-dessus de la moyenne mobile des 200 jours de manière durable pour avoir quelque chose d'intéressant. Mais on va dire que pour l'instant, la photo est pas mal. On espère juste qu'il n'y aura pas trop de déception parce qu'il ne faut pas non plus oublier quand même que tous les problèmes dans lesquels nous sommes depuis des mois et des mois ne sont absolument pas réglés simplement parce que M. Powell va monter moins les taux. Sur le SLI, c'est exactement plus ou moins la même configuration. Là aussi, on est en train de se battre avec la moyenne mobile des 200 jours, on le voit ici. Et vous voyez cet encart bleu que j'ai dessiné là, eh bien c'est la performance depuis les fonds du trou du mois de septembre-octobre. Donc là, on est remonté de 15%. Vous voyez le chiffre ici sur le SMI. Alors, je rappelle que pour information, pour qu'un bull market soit officiellement entériné, il va falloir monter plus haut que ça. Il va falloir remonter pour qu'on dise qu'on est nouveau dans un bull market, il faudra remonter encore de 5% en tous les cas, aller chercher les 1800 sur le SLI. Donc on n'y est pas encore, mais c'est vrai que ça va vers le mieux et je dirais que si on arrive prochainement à casser cette résistance qui va se dessiner avec ça, avec cet ancien top qu'on avait là au mois de septembre, eh bien je pense que ce sera également un signe très positif à l'intérieur du marché suisse. Parlons quelques instants de l'indice de référence américain, le S&P 500. Alors vous voyez que pour l'instant, là aussi, on a cassé la moyenne mobile des 200 jours et c'est plutôt positif. Mais que par contre, quand on prend cette tendance que l'on a ici au niveau des tops, eh bien on est pile dessus. Donc en gros, on va arriver à la croisée des chemins et je vous le disais ce matin dans le Morning Bull, si on est capable d'avoir des bons chiffres aujourd'hui qui sont bien interprétés par le marché, peut-être que cette fois on pourrait dire que quelque chose est en train de se dessiner sur le marché américain. Là aussi, vous voyez sur les deux moyennes mobiles, la 200 ici et la 50 là, eh bien là aussi, il y a une tendance qui est en train de partir dans cette direction, ce qui pourrait nous amener à une Golden Cross. Puisque l'on parle de Golden Cross, eh bien on s'en rapproche aussi sur le Dow Jones ici. Alors ce qui est intéressant à noter quand même pour le Dow Jones, c'est qu'on a cassé cette grande tendance baissière, il y a depuis quelques jours déjà, donc ça c'est plutôt encourageant. Et puis alors surtout la grande nouvelle de ce début de semaine,
c'est que le Dow Jones est donc repassé officiellement en bull market. Alors, il a repassé au-dessus des 20% brièvement, c'était mercredi, après les paroles de Monsieur Powell. Depuis, on est retombé en dessous, mais cette marque des 20% sur sur le Dow Jones, 20% de hausse depuis les plus bas, veut dire qu'on est rentré techniquement à ce niveau-là dans un nouveau bull market. Alors, c'est assez paradoxal. Alors, le Dow Jones, il ne faut pas oublier que c'est 30 titres. Et qu'à l'intérieur de ces 30 titres, eh bien, vous avez beaucoup de titres qui sont considérés comme des titres défensifs. Et donc, les gens se sont réfugiés là-dedans ces derniers temps parce qu'on voit très bien que pour l'instant, on a peur de tout ce qui est un tout petit peu plus dangereux. Et d'ailleurs, ça se ressent quand on observe les graphiques des autres indices un peu plus technologiques. Sur les titres individuels, on retiendra tout d'abord Forbo. Forbo qui a annoncé le départ surprise de son patron Michael Schumacher. Rien à voir avec la F1. Donc Michael Schumacher a quitté le board, enfin la société en tant que CEO. C'est une mauvaise nouvelle. C'est le patron de Cardex qui va le remplacer. La surprise qui a été annoncée, mais aussi l'avertissement sur le résultat de la société n'a pas beaucoup plu, puisque Forbo s'est fait déglinguer sur la nouvelle. Voilà le graphique de Forbo. Quand on voit ça, on se dit qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. La cassure de la moyenne mobile des 50 jours est nette et voilà, il y a un gros gap. Alors la bonne nouvelle, la seule chose qu'on peut trouver positif, c'est qu'on n'est pas revenu en dessous des niveaux du mois de septembre-octobre, donc ça c'est plutôt encourageant. Et on va dire que par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau des stochastiques, on a l'impression qu'on a déjà pricé le pire et qu'on peut essayer de reconstruire quelque chose ces prochains temps. Mais alors franchement, là tout de suite, c'est pas le premier titre sur lequel j'irai me jeter en Suisse. Tsur Rosé, oui je sais, je vous parle beaucoup de Tsur Rosé ces temps, c'est pas parce que c'est un de mes titres fétiches, mais c'est parce qu'on en parle souvent. Beaucoup de négativisme sur Tsur Rosé ces derniers temps. Souvenez-vous, on a eu beaucoup de gens qui sont venus downgrader le titre massivement ces dernières semaines. Et là, tout d'un coup, vous savez, vous vous souvenez certainement d'ailleurs que l'enjeu pour Tsur Rosé, en fait, c'est la mise en place des ordonnances électroniques en Allemagne, chose qui avait été repoussée et il y a quelques temps, donc ce qui avait créé la descente aux enfers de Tsur Rosé, ce qui avait aussi justifié les downgrades de pas mal d'analystes, de pas mal de grosses banques en Suisse. Et là, eh bien, cette semaine, selon les propos tenus par le ministre de la Santé, monsieur Karl Lauterbach en Allemagne, il a déclaré plus ou moins que l'ordonnance électronique devrait être en place d'ici mi-2023. Donc c'est beaucoup plus tôt que ce qu'on attendait en général au niveau des experts, puisqu'on attendait une mise en place de l'ordonnance électronique pour 2024 après les récentes déceptions qui avaient été annoncées par le marché allemand. Donc Tsur Rosé se comporte bien à nouveau. Ça pourrait générer un peu de spéculation à nouveau. L'autre jour sur l'annonce, elle a pris 14%, mais ça pourrait aussi déclencher peut-être quelques analystes qui vont peut-être se dire si je corrigeais mon price target à la hausse, parce qu'au cas où il se passe quelque chose de bien, eh bien j'aurais l'air d'un couillon si le titre reprenait 100%. Donc à surveiller quand même. N'oublions pas d'où elle vient. Alors, il est clair et net que quand on voit exactement d'où elle vient, on peut se dire que c'est pas tout à fait la même situation, mais quand même, en sachant qu'il y a pas mal de gens qui ont vomi dessus ces derniers temps, il pourrait y avoir des surprises. Alors, comme vous le voyez sur le graphique, ça se voit pas forcément le rebond spectaculaire de l'autre jour. Il faut aller vraiment chercher en détail et zoomer dessus. Mais vous voyez quand même que ces derniers temps, ça a quand même donné 2 séances assez spectaculaires. On est passé quand même de 23 à 30, donc en termes de pourcentage, c'est énorme. Donc méfiance quand même sur des éventuelles bonnes nouvelles qui pourraient arriver sur Tsur Rosé. Alors, je disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas oublier d'où on venait. Alors, on vient effectivement de 513 francs au plus haut, mais n'oublions pas que cette période de 513 francs, c'est quelque chose qui avait été complètement spéculé. Et il y avait beaucoup de shorts sur Tsur Rosé à l'époque, et on a fait un peu le même mouvement que les mêmes stocks aux États-Unis, et donc on a juste fait les mêmes bêtises qu'à l'époque. Donc ce niveau de prix est totalement aberrant. Néanmoins, on pourrait peut-être dire que quelque part au milieu de tout ça, il y a un juste chemin si les choses commençaient à se décanter pour la société suisse. Dans les autres petites news, eh bien, on a Polyeptide qui s'est fait démonter parce qu'ils ont fait un profit warning, moins 24%. On a Arista qui a sorti des bons chiffres, donc les gens se posent pas mal de questions là-dessus. Est-ce qu'il faut revenir? Ça peut être intéressant ou pas?
je sais pas, je suis pas un monstre fan des boulangeries congelées, mais peu importe. ABB qui a signé un règlement avec l'Afrique du Sud, une histoire de corruption. Ils ont payé 134 millions d'amende pour se débarrasser de cette histoire. Et puis Temenos qui a conclu un accord avec l'américain M-Bank. Donc ils vont prendre une participation dans M-Bank et vont resserrer les liens et travailler ensemble. Le titre est remonté un petit peu. Mais forcément que ces rapprochements intenses peuvent laisser supposer que peut-être un jour il se passera quelque chose entre eux. Mais enfin pour l'instant c'était plutôt une bonne nouvelle sur Temenos. Logitech. J'aimerais vous parler de Logitech, regardez le graphique. Alors vous voyez que Logitech, qui revient d'une période là aussi complètement euphorique en juin 2021, qui s'est fait déglinguer depuis le profit warning de cette époque-là, et donc on a un titre qui n'a fait que baisser. Et là, depuis quelques temps, depuis fin octobre, et bien tout d'un coup, on a un inversement de tendance. On a des chiffres qui n'étaient pas trop mauvais, des commentaires relativement encourageants de la part du management, une cassure de la moyenne mobile des 50 jours, et là on vient chercher directement derrière la moyenne mobile des 200 jours. On prépare aussi une Golden Cross sur Logitech. On voit que l'intérêt revient et franchement le comportement du titre est vachement intéressant par rapport à celui qui nous a été donné de voir ces derniers temps. Vous voyez qu'à chaque fois on n'arrive pas, chaque fois qu'on tente un redémarrage on s'en prend une derrière, on n'arrive pas à les casser les anciens plus haut, et là on est en train de tester ces niveaux là. Donc je pense que si Logitech parvient à clôturer un de ces jours au-dessus de 60 francs suisses, on est en train de déclencher une tendance plutôt intéressante pour la société suisse qui pourrait lui permettre de faire un joli rattrapage. A noter aussi qu'un peu dans la même veine que Tsur Rosé, il y a beaucoup de monde qui l'a downgradé, et donc ce qui fait que si tout d'un coup il y a un rééquilibrage des espoirs sur ce sujet-là, eh bien on pourra avoir des bonnes surprises sur Logitech. Donc attention, surveillez bien ce titre ces prochains temps. Le graphique a l'air pas mal. Et il fait partie, en ce qui me concerne, de ce genre de graphique où je ne peux pas forcément vous expliquer pourquoi fondamentalement, mais j'aime bien et je suis quasiment convaincu qu'il va se passer un truc sur Logitech ces prochains temps. Alors, le Crédit Suisse. Alors j'ai compris que ces derniers temps, j'ai été identifié comme le type qui dit toujours du mal de Crédit Suisse, et à la limite, on est impatient que j'en parle pour dire du mal parce qu'on a besoin d'entendre ça. Ça continue à aller pas très bien pour la Banque Suisse. Donc on a vu les résultats il y a 10 jours en arrière, là, ou 15 jours en arrière, qui étaient immondes. Donc c'était pas une surprise non plus par rapport à tout ce qu'on a vécu avant, mais des résultats immondes. Une augmentation de capital via un droit de souscription qui a été annoncé aussi, qui est en train de se terminer en ce moment, qui était supérieur à ce qu'on attendait. Donc 4 milliards d'augmentation de capital au total, y compris ce qu'on savait déjà. C'était une grosse déception. Aujourd'hui, les droits de souscription se font autour de 2,50 balles, donc c'est là où se traite le titre. Je ne vais même pas vous montrer le graphique parce que ça ressemble plus à rien. Ça fait 4 jours que le Crédit Suisse nous aligne des plus bas historiques sans arrêt. On est en train de finaliser ces droits de souscription et après on pourra espérer reconstruire. Alors depuis quelques jours, eh bien, les patrons du Crédit Suisse sont en mode commercial, en train de passer à la radio, à la télévision, dans les podcasts et puis partout on veut bien les accueillir pour dire que c'est bon, le pire est passé et que maintenant ils sont en train d'essayer de reconstruire. Alors c'est une bonne nouvelle, encore faut-il qu'ils disent la vérité. On a entendu aussi beaucoup de choses ces derniers temps, je l'ai entendu sur les forums, sur les podcasts, et avec pas mal de gens qui en discutent là autour. Il y a une espèce de haine qui est en train de se développer sur le Crédit Suisse parce qu'ils sont en train de couler, on nous cache des choses. Alors je ne suis pas en train de faire une théorie du complot, on ne sait pas du tout ce qui est en train de se passer, on connaît la transparence des banques dans ce genre de situation, elle est quasiment inexistante, donc il faut juste faire un tout petit peu attention à ce qu'on entend. Aujourd'hui, la baisse est logique par rapport à l'augmentation de capital. Si elle va beaucoup plus bas que 2,50, là, on aura un souci parce que ça veut dire que l'émission s'est pas bien passée. Pour l'instant, là où ça s'arrête, ça a l'air d'être correct. Maintenant, il va falloir reconstruire. Et ça va prendre du temps. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé ces derniers temps des retraits de capitaux, comme quoi il y avait beaucoup de clients qui étaient en train de enlever leur argent du Crédit Suisse. On a entendu des chiffres dans tous les sens. Là, depuis 2 jours, le patron du Crédit Suisse a déclaré que c'était fini. Ils avaient arrêté de retirer l'argent, selon lui. Il y en a même qui l'ont renvoyé de nouveau, selon toujours le même patron du Crédit Suisse. De nouveau, est-ce que c'est vrai et comment est-ce qu'il peut être aussi certain de ce genre de choses ?
Affaire à suivre. En tous les cas, pour ça, eh bien, on sent que c'est vraiment mal embouché, mal engagé pour le Crédit Suisse. On a aussi vu une explosion au niveau des CDS, donc les Contract Default Swap, qui sont là pour dire que il y a un risque qui est trop élevé. On est de nouveau au plus haut historique en termes de CDS, donc ça veut dire que les gens se couvrent pour une éventuelle faillite. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui va dans cette direction et ils ont pris toutes les mesures nécessaires. Quand on voit les banques saoudiennes et comment ils réinvestissent dans cette banque, je pense quand même qu'ils font leur boulot et qu'ils savent pourquoi ils réinvestissent. Alors, est-ce qu'on est en train de lui sauver les fesses? Parce que si c'est clair que si les Saoudiens n'étaient pas là, probablement que le Crédit Suisse serait peut-être parti en faillite. Mais en tous les cas, pour l'instant, ça a l'air de se reconstruire gentiment. Mais il y a beaucoup de chemin à faire, de travail à faire pour, un, regagner la confiance et puis deux, transformer la banque qui était devenue visiblement un panier percé. Alors à côté de ça, il y a effectivement beaucoup de gens qui semblent détester le Crédit Suisse et penser qu'on nous ment sur quelque chose. Alors très honnêtement, je ne suis qu'un chroniqueur boursier, donc je n'ai aucune idée de ce qui se passe réellement à l'intérieur de tout ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, quand on voit là où est le Crédit Suisse, là d'où il vient, c'est embêtant. Et il y a aussi une grande chose qui circule toujours, c'est est-ce que si vraiment difficulté devait y avoir, est-ce que le Conseil fédéral, est-ce que l'État viendra sauver le Crédit Suisse? Là aussi, en théorie, j'ai envie de vous dire oui, certainement, puisqu'ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises avec d'autres banques. Donc on peut peut-être espérer là-dessus. Mais franchement, c'est délicat comme situation. Je pense personnellement que laisser le Crédit Suisse partir à la faute ou en faillite, ce serait délicat, ne serait-ce parce qu'il y a le nom suisse dedans. Donc on pourra voir ça le moment venu. Mais on a l'impression que pour l'instant, les choses sont en train d'essayer de se reconstruire, même si pour l'instant le graphique montre quelque chose d'absolument immonde et que visiblement on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge encore au Crédit Suisse. Donc on va en reparler beaucoup, on refera le point la semaine prochaine pour voir si on bat des nouveaux records de profondeur sur le graphique. Voilà ce qu'on pouvait raconter cette semaine en Suisse et dans le monde à notre connaissance. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Je vous encourage également à liker cette vidéo et puis à revenir me voir à partir de lundi pour un nouveau Morning Bull Live et un nouveau Swiss Bliss vendredi prochain. Comme d'habitude, on va parler ensuite la semaine prochaine de ce qu'on attendra des banques centrales américaines, bien sûr. Et puis le reste, on va avancer gentiment, même si on est un tout petit peu fatigué à l'approche de cette fin d'année. Très bon week-end et à bientôt. Bye bye.